dispositif CPF. D'accord. Donc, on va commencer officiellement cet atelier, c'est-à-dire nous connecter aux personnes qui sont à distance. Donc, elles sont plus nombreuses que nous. Je trouve que et la grève de RER et la météo une sélection drastique. Quand c'est bon, normalement, on devrait les voir là. Enfin, voir pas les visages, mais qui, voilà, à droite, on voit qui est connecté. Est-ce qu'à distance, tout le monde nous entend, tout le monde nous voit? Première question. Je ne sais pas si, Gabriel, tu as... Tu peux me dire si j'en réponds? Je n'ai pas encore de réponse, mais c'est bon, ça marche très bien. Ça marche très bien, oui. Ok. Alors, bienvenue à tous. Pour commencer cet atelier, donc cet atelier, le numéro 3 du séminaire 2022, s'appelle CYU, on dit CY, Cergy Paris Université, donc on va dire CY à partir de maintenant, de la formation massive à la formation individualisée, le levier du CPF. Et plus précisément, on va vous présenter un dispositif qui est en cours, voilà, qui a commencé il y a quelques mois, qui est en cours, qui se termine fin juillet, qui nous a semblé très intéressant de vous présenter. D'une part, parce qu'il est lié au CPF, d'autre part, parce qu'il s'agit d'une innovation et technique et pédagogique, on va vous expliquer pourquoi. Et enfin, parce qu'on est lié indirectement à PIX. Est-ce que tout le monde connaît PIX? PIX, c'est d'une part un GIP, d'autre part une certification professionnelle qui évalue des compétences numériques. Pour animer, enfin pour faire vivre cet atelier, nous avons 4 éminents et éminentes intervenantes. Vous noterez au passage que c'est la première fois depuis le début de ce séminaire que nous avons une parité totale. Voilà, je souligne. Une belle répartition. En plus, oui, c'est ça. Donc, par ordre alphabétique, Sabine Dargès, qui est responsable du pôle sécurisation des parcours professionnels à la direction de la formation professionnelle de CY. Bonjour. Nous avons Stéphanie Lemarec, qui est responsable du pôle conception de formation et de projet, également à la direction de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Thierry Marchand, enseignant, et Renaud Tranchant, enseignant également et chargé de mission numérique à l'INSPE. Moi, je m'appelle Cécile Cochard et je m'occupe chez Fun du développement des partenariats et de la formation professionnelle. À côté de ces intervenants, je tiens à vous présenter l'équipe Fun, parce que si ça fonctionne aujourd'hui à distance, en présentiel, etc., c'est aussi grâce à l'équipe Fun. Girasserie des Lys ici, qui fait en sorte que on puisse communiquer à distance. Gabriel Siané qui va relayer les questions posées sur le chat. Alexandre qui modère les propos sur le chat parce que on espère que ça va chauffer. Hein. Wendy également. Nelly qui veille au grain. Voilà. Je n'entends pas, mais elle est là, elle veille au grain. Et puis Hugo qui s'occupe de la projection vidéo et de faire en sorte que tout ça fonctionne. Donc derrière une belle hybridation, on a du monde, ce qui donne une idée des travaux réalisés pour en arriver là. Alors, le dispositif, avant de vous présenter le dispositif, je voudrais poser une question. Donc là, dans la salle, on est d'accord qu'à part nos intervenantes, personne ne travaille dans une direction de la formation professionnelle. Peut-être monsieur, non, voilà, une enseignante chercheuse, Tatiana, ingénieure pédagogique, chargée de mission numérique, enfin bon, bref. Donc, comme ce matin, vous allez entendre parler uniquement de formation continue à l'université. Est-ce que, et alors à distance, ça m'intéresserait aussi de savoir quels sont les profils des gens qui nous suivent à distance. Je ne sais pas si... Gabriel, sur le chat, tu peux demander combien d'ingénieurs pédagogiques, combien d'enseignants, combien de chercheurs, voilà, parce que
Comme on a évoqué ce matin aux différentes tables rondes, on va parler formation continue. Il y a des sigles pas forcément connus, il y a des dispositifs pas forcément connus, et ça nous paraît très important de travailler avec vous ces concepts pour qu'on puisse travailler tous dans la même direction. Donc, avant de vous présenter le dispositif, je voudrais vous parler du CPF. Le CPF, ça veut dire compte personnel de formation. Juste un petit rappel, tout le monde, ou presque, pas les étudiants encore que, enfin non, tout le monde, salariés, travailleurs, en recherche d'emploi, même retraités, je crois, ont un compte personnel de formation qui est alimenté en euros. Qu'on peut, comment dire, on peut capitaliser chaque année et avoir 500 €. Et avec le budget, et au maximum, on peut aller jusqu'à... tu veux dire au total 5 au 000 total 5 000 €. je crois. Oui, oui. Ça me paraît énorme, mais bon. En tout cas, avec ce montant, chacun peut accéder à une formation payante et la payer grâce à ce compte. Donc, c'est un énorme potentiel et une énorme liberté individuelle de s'inscrire à une formation. Personne ne peut vous empêcher de s'inscrire à la formation. Il ne faut pas l'accord de votre employeur, il ne faut pas l'accord de votre famille. C'est une liberté purement individuelle avec un portefeuille en euros pour acheter de la formation. Évidemment, ce qui... Peut-être juste une petite précision, Cécile, si tu le permets. Bien sûr. C'est pour les salariés du secteur privé, ou les, voilà, les personnes qui ont exercé le secteur privé. Pour les autres, enfin, les agents du secteur public, ce n'est pas en euros, mais c'est en heures. D'accord. Voilà, donc forcément facilement mobilisable. Voilà. Enfin, c'est une autre procédure. Alors, ce point me paraît extrêmement important d'aborder en introduction parce que nous, universitaires, ce qui nous intéresse, c'est que quand on vend de la formation professionnelle, cette formation puisse être payée, financée par le CPF de ceux qui s'inscrivent. Ça attire ainsi les inscriptions. Pour rappel, pour pouvoir prétendre au CPF, une formation doit respecter certaines conditions. C'est-à-dire que toutes les formations ne peuvent pas être financées par le CPF. Il faut que ce soit... Alors, il y a 3 démarches, en gros. Il faut que cette formation soit enregistrée dans un machin qu'on appelle le répertoire spécifique de France Compétences. C'est un catalogue des répertoires, des formations recensées éligibles au CPF. Pour être inscrit à ce répertoire, c'est très compliqué. C'est-à-dire que la personne qui fait la formation, la certification, doit remplir des dossiers, doit passer devant des commissions. Ça prend 2 ans, il y a à peu près 8 rejets sur 10. C'est ultra compliqué d'inscrire une certification liée à une formation à ce répertoire spécifique. Deuxième solution possible, c'est de prévoir que la formation suivie va préparer un bloc de compétences. Un bloc de compétences, alors je vais vite, c'est un ensemble cohérent de compétences professionnelles. Si ce bloc de compétences fait partie d'un diplôme national, alors la formation qui prépare ce bloc de compétences peut être financée au CPF. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant pour les universités, puisque les universités ont toutes des diplômes, LMD, et donc si les universités arrivaient à préparer des formations liées à des blocs de compétences eux-mêmes faisant partie d'un diplôme national, ça pourrait également être financé au titre du CPF. Troisième cas de figure, et c'est celui-ci qui nous intéresse aujourd'hui, une formation qui prépare à une certification professionnelle qui existe déjà, qui est déjà enregistrée au répertoire spécifique. Et c'est le choix qui a été fait dans ce dispositif. En l'occurrence, la certification PIX, elle existe. Elle a été déposée au répertoire par le GIP PIX en 2017-18, je ne sais plus. Elle est dans ce répertoire. Tout organisme de formation qui prépare une formation assortie d'un examen pour passer cette certification peut payer la formation via son CPF. Voilà, donc tout ça, c'était important de le rappeler
Parce que c'est ça qui nous a aussi motivés à monter ce dispositif. On a une question Question. de Delphine qui demande: peut-on préciser la différence entre répertoire spécifique et RNCP? Mais bien sûr. Non, je rigole. Répertoire spécifique, on l'appelle aussi RS. C'est un répertoire, tu me dis si je me trompe. Pour être inscrit, il y a une démarche à faire, une démarche d'enregistrement. C'est pas une inscription de droit. Les organismes doivent aller voir l'autorité en disant « je veux inscrire cette certification au répertoire spécifique ». Et c'est là que le parcours du combattant commence, parce qu'il faut présenter des référentiels, il y a des dossiers à compléter, il y a une liste d'attente monstrueuse, etc. C'est des certifications, on va dire, un peu plus light que le répertoire national. Plus orienté métier, plus orienté compétences professionnelles. Le RNCP, donc c'est le répertoire national des certifications professionnelles. On est plus, c'est des formations plus longues, n'est-ce pas, Sabine? Et il n'y a pas une démarche à faire pour y être inscrit. Si je ne me trompe pas. Si, d'accord. Il peut y avoir de droit, mais il peut y avoir aussi une démarche pour être inscrit au RNCP. D'accord. Alors, par défaut, je vous laisserai compléter parce que je ne connais pas bien. Par défaut, tous les diplômes nationaux sont au RNCP, par défaut. Alors, le RNCP va viser davantage, en fait, un métier, alors que le répertoire spécifique va viser une compétence. Donc, c'est vrai qu'il est plus aisé de déposer un dossier au RS. Oui, c'est un dossier qui est quand même moins lourd que de déposer un dossier au RNCP. D'accord. Est-ce que c'est Delphine, est-ce qu'on a répondu à cette question? Elle a dit qu'elle avait l'impression que ce matin, c'était plus question de RNCP. C'est ce qu'elle a ajouté. On a souvent tendance à parler du RNCP. Par expérience, c'est vrai que souvent on parle du RNCP et on inclut, en parlant du RNCP, on inclut aussi le RS en fait. Et en fait, quand on se retrouve devant le dossier à compléter, là on règle vraiment en compétence. Souvent on parle plus de RNCP parce que les diplômes des universités, licence, master sont RNCP de droit. Et quand on veut préparer un bloc de compétences qui fait partie de ce diplôme, le diplôme étant RNCP, le bloc de compétences préparées peut relever du CPF. C'est peut-être pour ça qu'on en a tous parlé ce matin. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, à distance? Est-ce que les personnes à distance ont répondu sur leur fonction? Est-ce que tu as une idée, Gabriel? On a 3 profils. Donc, on a Nicolas qui est directeur de formation continue composante. On en a un. On a Delphine qui est responsable de programme IMT. C'est quoi ça? IMT. C'est ma collègue qui avait institué une télécom. Et on a Sophie qui est chargée d'ingénierie de formation dans un service FCU. D'accord. Je vois pas. Delphine, si tu veux intervenir, tu peux activer ton micro. Oui, car à distance, les personnes peuvent intervenir par chat. Ok, merci. Bonjour, bonjour Delphine, est-ce qu'on vous entend bien? Bonjour, bonjour. Pas super. Voilà. Bonjour. Ouais. On vous écoute Delphine. Non, c'était juste pour saluer de vive voix. C'est gentil. Content de vous avoir vu. Alors, ceci étant dit, c'est important parce que le dispositif qu'on a monté repose vraiment sur ce choix de démarche, à savoir préparer une certification professionnelle déjà inscrite au répertoire spécifique. Cette certification s'appelant PIX. L'histoire du dispositif, en quelques mots, on va dire que ça remonte à opérationnellement, ça remonte à 2019-2020, même si déjà bien avant les choses se préparaient. Mais en 2019-2020, CY a proposé une collection de MOOC qui s'appelait Compétences numériques pour tous. MOOC évidemment diffusé sur la superbe plateforme FunMOOC.
Le premier s'appelait usage du web, le second document dans le cloud et le troisième données et algorithmes. Chacun a été diffusé à 3 reprises et chacun a généré plus de 12 000 inscriptions. C'est énorme. Thierry nous en parlera peut-être un peu plus puisqu'il était déjà à l'origine et auteur de ces MOOC. Toujours est-il que ça a été une belle réussite et pour CY et pour Fun. On s'est dit que, et d'une, ça valorisait les compétences numériques, bien sûr, et deux, ça annonçait le développement de PIX, et trois, il y avait sans doute quelque chose à faire au niveau du CPF, comme je vous le disais. Donc, on s'est dit, il y a sans doute quelque chose à faire, discussion entre CY, Fun, etc. Il y a sans doute quelque chose à faire après ces 3 MOOC qui ont super bien marché, après le fait que la réforme de la formation professionnelle se mettait en œuvre avec justement la création du CPF, avec le développement de la formation à distance, etc., etc. On s'est dit, il y a quelque chose à faire. De fait, on s'est réunis, on a réfléchi et on a beaucoup parlé. Il y a eu un temps de maturation assez long, hein, parce que si tout le monde sentait que quelque chose était à faire, qu'il y avait un super truc à trouver, de nombreuses questions se posaient, tout ça sur fond de tout le monde est débordé, il y a le Covid, etc., etc. Néanmoins, on a réfléchi à différentes questions. Quels interlocuteurs c'est idiot, mais c'est souvent une question, c'est à qui on s'adresse d'abord. Est-ce qu'on s'adresse aux profs? Est-ce qu'on s'adresse à l'ingénierie pédagogique? Est-ce qu'on s'adresse à la direction de la formation continue, etc., etc. Est-ce qu'on appelle PIX ou pas? Quel cadre juridique? Et là, Stéphanie nous en dira un mot, mais on s'est bien amusé, n'est-ce pas? Parce que des conventions, on a eu plusieurs avec 87 versions chacune. Quelles composantes? Oui, quelles composantes porte le projet, puisque ce concept de composante est déterminant en université, puisque les projets doivent être portés par, mais laquelle? Quel modèle économique? On parle d'une formation payante. Quel prix? Et qui touche les sous? Ça, c'est une discussion souvent un peu délicate. Et puis, quel enseignant va porter cette formation? Ça a l'air idiot comme ça, mais il faut trouver l'enseignant qui a les compétences, qui a envie et qui a le temps. Ces discussions, ces questions, ça a pris 2-3 ans quand même, hein, 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. Et voilà ce que ça a donné. On a trois structures dans le dispositif. Le GIP PIX, qui est garant de la certification. C'est lui qui a fabriqué cette certification, qui en pose les conditions, qui la délivre et qui impose également les épreuves à passer pour obtenir la certification. La deuxième structure, c'est CY, bien sûr, l'université qui est à l'origine, qui porte les formations, et Fun, qui a hébergé les formations et qui a communiqué. Donc, PIX est en relation avec CY. Pourquoi? Puisqu'il a fallu donner l'autorisation à CY de préparer cette certification. CY est en relation avec Fun, puisque les formations sont hébergées sur les plateformes. Entre le GIP PIX et CY, on a ce qu'on appelle des référents PIX qui portent la parole, on va dire, de PIX en interne. Entre CY et Fun, nous avons l'enseignant qui conçoit, produit la formation et surtout qui l'anime. Entre ces différentes structures, il y a des documents juridiques qui ont été élaborés, signés, et il y a aussi des informations qui passent. On communique beaucoup tous entre nous parce qu'on a besoin de savoir quelle date est prévue pour la certif, qui est inscrit, combien, etc. Donc, il y a énormément de relations informelles aussi. Et puis, bien sûr, l'objectif final de tout ça, c'est que les stagiaires soient formés et soient certifiés PIX, sachant que les stagiaires ont un interlocuteur, c'est CY, puisqu'ils se sont inscrits à une formation professionnelle délivrée par CY. Ce schéma vraiment reflète
les travaux qu'on a réalisés de préparation et c'est en avançant qu'on s'est rendu compte que le circuit, il était compliqué. Mais une fois posé, une fois que tout est prêt, ça roule, on peut y aller. Le 29 avril dernier, la première session de formation a commencé. Une formation professionnelle délivrée sur la plateforme FunMOOC, animée par Thierry Marchand, ici présent, coordonnée au niveau formation continue par Sabine et Stéphanie, ici présentes, en lien avec le GIP PIX, grâce à Renaud, ici présent. Cette formation s'intitule Numérique pour tous, se former aux compétences de référentiel européen et passer la certification PIX. Au passage, c'est une question de ce matin, la certification PIX repose complètement sur le référentiel de compétences numériques qui s'appelle avec 22 personnes inscrites à cette première session. Ce sont des groupes relativement restreints puisqu'on fait du suivi individuel. Il s'agit d'une expérimentation à ce stade. On ne sait pas ce qui va se passer après, mais l'objectif, c'est de vous en parler et puis d'essaimer, c'est-à-dire que cette formation est éligible au CPF sur les 22 personnes inscrites. S'il y a un chiffre à retenir, c'est qu'il y en a 16 qui ont utilisé leur CPF pour la financer. Pour finir sur les profils, 13 hommes, 9 femmes, 16 personnes en poste, 500 emplois, 1 étudiant, tranche d'âge plutôt 45-60. Et au niveau localisation, 7 en Île-de-France, 12 en région française, et plus un, c'était où? Je ne sais plus, en Guadeloupe, je crois. La Réunion, pardon. Et 2 en étranger, on a un Belge et un Bénin. Voilà. Là, on voit aussi ce qu'apporte la formation et les certifications à distance. On peut toucher des gens qui sont vraiment très éloignés géographiquement. Voilà le dispositif. La parole à nos intervenants. Donc, on va commencer par Stéphanie parce que Stéphanie, elle a vraiment porté le projet en avant-projet et c'est pas le plus facile parce que c'est beaucoup de réunions, c'est beaucoup d'allers-retours, d'échanges, de coups de fil, etc. Le tout, vraiment le but, c'est de tout préparer. On est dans les coulisses préparatoires. Stéphanie, comment il s'est préparé ce projet, comment il a été décidé, comment il a été mis en œuvre, en quoi c'était nouveau pour vous, quels moyens vous avez mis en œuvre, voilà, sur cet avant-projet, qu'est-ce que tu peux nous dire en 10-15 minutes, et puis ceux qui ont des questions et dans la salle et à distance, on vous attend. Je vais essayer de répondre à ces questions, Cécile, et puis éventuellement avec mes collègues, puisque, comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est un projet d'équipe avant tout. Donc, moi, c'était au printemps en fait, 2020, effectivement, j'ai un mail en fait, de ma directrice qu'elle me relayait de notre président et qui nous disait qu'effectivement, il allait falloir s'intéresser à cette demande de fun qui était... Voilà, qui prenait contact avec nous et qui avait en fait une proposition à nous faire de MOOC. Donc c'est vrai qu'on avait 3 MOOC qui étaient en ligne sur la plateforme de Fun depuis quelques temps, grâce d'ailleurs à Thierry, puisque Thierry avait participé bien évidemment avec son équipe à la mise en place de ces MOOC. Et donc on prenait contact avec nous, Fun prenait contact avec nous pour nous dire mais il y a un marché, il y a une possibilité de vendre ces MOOC qui aujourd'hui sont accessibles gratuitement. Et voilà le message qui m'est arrivé. Donc j'ai pris contact avec Fun parce que je n'étais pas très au clair en fait avec la demande, j'avoue. Je me demandais en fait en quoi ces formations qui étaient gratuites allaient pouvoir tout d'un coup devenir payantes, tout simplement. Comment on allait pouvoir faire ça. Donc Fun était assez convaincant en disant que ces MOOC pouvaient être valorisés sur le marché de la formation professionnelle. Donc
la question voilà, qu'on se posait, c'est mais pourquoi faire payer une formation gratuite qui va acheter ce produit puis à quel prix aussi ça peut être acheté, à quel point on va le vendre. Donc, on a eu pas mal déjà d'échanges sur ces questions-là. C'est vrai que les MOOC sont accessibles à tous gratuitement. Par contre, la différence, pour se différencier et pour pouvoir les vendre, l'idée c'était de pouvoir les animer, en fait, de mettre quelqu'un qui allait pouvoir être en animation, en fait, en coach, en fait, en coaching, en mentorat, et identifier, voilà, cet enseignant allait être aussi une difficulté pour moi dans le projet. Mais néanmoins, voilà, le rendre payant, ce MOOC, c'était grâce à une animation en plus. Voilà, il fallait rajouter du plus au MOOC. Dans la réflexion, voilà, je me suis demandé aussi ce qui allait pouvoir intéresser ces publics en formation professionnelle continue à s'inscrire à la formation. C'est vrai qu'ils peuvent se connecter librement quand la formation est en distanciel. On se dit, bon, bah, on accède quand on veut à la formation, surtout que quand voilà, c'est conciliable avec une activité professionnelle. Le fait d'avoir une animation, ça permettrait quand même d'avoir un cadre et donc un balisage avec une date de début de la formation, une date de fin. Donc, ça, c'était aussi quelque chose d'assez convaincant. Et puis aussi le fait que cette formation, en fait, elle soit finançable par le CPF. C'est-à-dire que le fait que ça soit finançable, on se dit, bah, les individus ils vont s'inscrire et ça ne va pas leur coûter trop cher. Donc voilà, c'est des plus qui font qu'on a réfléchi vraiment avec vous à ce projet. On avait un public potentiel, en tous les cas, qui était là. Et puis, c'est vrai que Fun a su nous convaincre parce qu'ils ont mis en avant, en fait, leur force de frappe. La force de frappe de Fun, c'est, on a parlé ce matin de 3 millions, en fait, d'adresses e-mail. Donc ça, c'est des arguments, effectivement, qui nous ont intéressés. Et donc, on s'est vraiment intéressé à ce projet avec vous. Qui allait pouvoir, en fait, être intéressé par cette formation? Bah, c'est vrai qu'il y avait les demandeurs d'emploi, qui étaient quand même une cible intéressante. Les salariés d'entreprise, bien sûr, notamment avec le CPF, c'est ce qu'on vient de dire. Et puis aussi, peut-être pour des formations intra, aussi les entreprises elles-mêmes. Donc, ça faisait aussi partie d'un public intéressant à cibler. Au niveau de la formation, c'est vrai que les formations, cette formation, en fait, était déjà accessible. La formation à distance PIX était accessible. Mais par contre, la certification à distance ne l'était pas. Donc, il était possible de se former à distance, au numérique, mais par contre, il n'était pas possible d'être certifié à distance. Donc là, c'était un point également qu'on a discuté assez longuement. Et on s'est dit, bon, voilà, si on veut attirer des publics de formation professionnelle continue vers cette formation, il faut pouvoir aussi proposer la certification à distance. Sinon, quel intérêt? Faire venir, en fait, les personnes inscrites, les stagiaires, juste se déplacer pour la certification, ça ne vaut pas le coup. Donc, on a eu cette idée, en fait, de proposer un package, en fait, et l'accès aux 3 MOOC et l'animation donc à distance, en synchrone, en individuel, donc avec des regroupements réguliers individuels, et puis aussi donc en classe virtuelle. Voilà, donc c'est vraiment un package qu'on a voulu mettre en place et qui fait que cette formation allait pouvoir être vendable. En fait. Je ne sais pas s'il y a des questions pour le moment. Donc là, on est passé dans la phase en fait de construction, de design de cette offre. Et comme je viens de vous le dire, bon, bah, on a imaginé une offre avec voilà, trois gros points dans le package avec la formation, l'accompagnement et la certification. Voilà ce qu'on allait vendre. Donc, on a lancé le projet. On est arrivé dans la phase de lancement de projet, donc construction de l'équipe projet. Donc, nous, à la direction de la formation professionnelle, c'est vrai que j'ai quand même la possibilité d'avoir mes collègues, notamment Sabrine avec le service sécurisation des parcours à portée de main. Mais on a aussi, dans notre service à la DFP, on a aussi un service marketing
qui va pouvoir ensuite prendre la main aussi pour aider à commercialiser, en collaboration bien sûr avec notre partenaire, avec Fun, et puis commercialiser, communiquer sur cette offre. Donc, on est passé à la phase plus conventionnement, parce qu'effectivement, c'est bien beau de se dire qu'on va travailler ensemble, mais encore faut-il poser un cadre juridique, et pour ça, c'est la convention. Donc, on a travaillé, c'est ce que disait Cécile tout à l'heure, c'est vrai que des réunions, il y en a eu plus d'une, pour établir cette première, la convention de partenariat en fait entre CY et Fun, dont l'objet donc de la convention, c'est l'hébergement, la diffusion et la commercialisation des 3 formations en ligne qui préparent à la certification PIX, donc sur les plateformes Fun et au nom de CY. Pour la mise en œuvre de cette formation, donc c'est une valorisation en fait au titre de la formation professionnelle continue, et donc on allait aller vers un marché B2B et puis B2C. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est vrai que notre cible c'est et les individus et aussi les entreprises. Donc voilà pour la mise en œuvre. Au titre de cette convention, on avait vraiment insisté dans la convention sur le fait que c'était un package, c'est-à-dire qu'on n'allait rien commercialiser de façon séparée, mais qu'on commercialisait de façon groupée et la formation et la certification. Donc, c'est le produit, c'est la formation et la certification. C'est un tout, ça ne peut pas être dissocié. Donc, évidemment, on a réfléchi aux obligations des uns et des autres. Donc aux droits, bien sûr, aussi aux obligations, donc celles de Fun et puis les nôtres. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse que j'en parle un petit peu ou pas. En tous les cas, effectivement, pour Fun, c'est héberger, diffuser les formations. Donc, ça, c'est ce qu'on attend d'eux sur la plateforme. C'est aussi communiquer, utiliser leur force de frappe pour faire connaître et puis commercialiser ce produit. Il y a aussi une partie d'examen, puisque qui dit certification dit aussi examen. Donc, Fun s'est engagé aussi à mettre en place une surveillance en ligne. Et puis, une partie aussi administrative. Donc, je pense que Sabine vous en parlera davantage tout à l'heure. Dans tous les cas, dans la convention, voilà, on a listé en fait tous ces droits et obligations. Et pour nous, on a l'obligation en fait d'organiser les tests de certification PIX. Et puis le traitement administratif qui va avec, de désigner un référent minimum PIX aussi, pour coordonner, pour administrer les sessions. Donc Renaud va vous en parler, j'imagine, ensuite. Et puis, il y a toute la partie CPF, donc EDOF, donc là, Sabine va vous en parler ensuite. Et puis communiquer aussi, puisque nous aussi, malgré que notre force de frappe peut être un peu moins percutante que celle de Fun, on est là aussi avec notre service communication pour diffuser l'information et pour attirer en fait un maximum de candidats et de stagiaires en fait dans cette formation. On a dans notre convention donc également réfléchi aux tarifs et puis à la répartition des recettes, bien évidemment, puisque le modèle financier il n'est pas négligeable. Toutes les formations doivent s'équilibrer au moins, voilà, je ne vais pas dire rentable, mais tout au moins essayer de s'équilibrer. Rentable. Voilà, donc on a imaginé un système en fait de tarification. Nous, en tous les cas, on le vend ce produit à 650 €. Et dans les 650 €, il y a une part qui va aller chez nous, à CY, il y a une part qui va aller chez Fun, et puis une part qui est donc chez Pix. Voilà. Ensuite, il y a aussi toute la partie, tout à l'heure ce matin, on entendait parler de l'importance aussi des services, de la facturation et tout ça, parce que c'est bien beau de faire de la formation professionnelle, si on ne sait pas la facturer et si on n'arrive pas à encaisser l'argent, c'est problématique. Donc, on a également prévu, en fait, dans cette convention, les reversements financiers, et donc qui fait quoi, comment ça se passe. Donc, c'est vrai que là, c'est nous, CY, qui faisons les conventions. Donc, c'est nous qui encaissons les recettes. Et ensuite, il y a des bons de commande, voilà, et donc nos partenaires nous facturent, et donc nous on reverse à nos partenaires en fait la part qui leur est due.
Donc, ce partenariat, une réunion par an, normalement, devrait suffire pour le suivi et puis aussi pour l'amélioration permanente. Voilà, il y a toujours des choses à améliorer. On est sur une session pilote, hein, donc j'imagine que pour la prochaine session, il y aura sûrement des choses à changer. Et puis, donc, cette convention, on l'a faite sur une durée d'1 an, qui sera donc renouvelable. Donc ça, c'était la partie vraiment partenariat avec Fun. Et puis avec Pix, c'est vrai que Pix, c'est également le partenaire indispensable pour que ça fonctionne. Si on n'a pas de partenariat avec Pix, on n'a pas de convention en fait avec Fun. Donc c'est la condition sine qua non, c'est que le partenariat avec Pix soit valide. Donc, la convention avec Pix, que puis-je vous dire par rapport à ça? Il faut savoir que CY, en fait, on adhère au GIP Pix. Hein. On a un agrément avec eux pour une durée de 3 ans pour la mise en œuvre de sessions de formation et aussi pour la certification. Il faut savoir que cet agrément, en fait, il était donné pour pour des formations uniquement, pour des certifications, pardon, uniquement en présentiel. Et donc, on a dû faire également un avenant pour qu'on puisse, donc de façon pilote, en tous les cas cette année, proposer une certification à distance. Donc, voilà, malgré un agrément qui était en cours, qui était valide, on a dû donc proposer un avenant pour cette certification à distance. Et puis Sabine va vous parler aussi par la suite, en fait, d'une autre partie en fait de la convention avec Pix qu'on a dû réfléchir puisqu'on n'était pas forcément non plus habilité à former. Donc Sabine vous en parlera après. C'est vrai que c'est un point sur lequel il faut faire attention par rapport au partenariat. Que puis-je vous dire d'autre par rapport à ça? Donc voilà, en tous les cas, le projet, comme je vous le disais, c'est un projet aujourd'hui qui est pilote. Hein, donc on a ouvert la première promotion le 29 avril et puis donc, cette première promotion va aller jusqu'au 13 juillet. C'est la date à laquelle auront lieu les certifications à distance. Donc on sera en mesure de faire un premier retour d'expérience à cette date-là. On a lancé donc la prochaine promotion. Et donc, la prochaine promotion est prévue pour le 30 septembre. Voilà, avec déjà des inscrits, effectivement, grâce à la force de frappe de Fun, à leur newsletter, aux mailings qui sont envoyés. Donc, la formation commence à se remplir. Donc, en termes de projet, comme je vous le disais également, c'est que ça a emmené toute une équipe, en fait, une équipe avec moi qui est en responsabilité, en pilotage du projet. Donc le service que je dirige, le service conception, donc ça a été aussi bien la partie convention a vraiment été lourde, et puis la recherche aussi de l'intervenant, des intervenants pour l'animation en fait de la formation, c'est aussi une partie qui m'a incombé. On a les référents PIX qui sont importants dans le projet, donc Renaud va vous en parler, c'est un des deux référents PIX qui ont une partie quand même assez lourde aussi dans le projet. Et puis, la partie déploiement et gestion de la formation, notamment avec le CPF, avec EDOF. Donc, c'est l'équipe de Sabine qui a été fortement sollicitée pour cela. Et donc, je lui laisserai après la parole pour en parler. Et puis, notre service marketing donc, directement à la DFP, la direction de la formation professionnelle. Et puis aussi, au niveau de notre établissement, la direction de la forme a également été très sollicitée pour la communication, que ce soit sur le site internet, pour des futures communautés de presse, par exemple. Donc, voilà, ça emmène quand même une bonne partie, ça emmène beaucoup de collègues en tous les cas, ce projet. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais oui, parfaitement. Merci pour cette information, Stéphanie. Est-ce que dans la salle ou à distance, il y a des questions, des choses à dire, des préconisations, des suggestions? Gabriel, vas-y. On a des questions de Nicolas qui demande, alors, est-ce que vous avez des demandes pour de la formation intra et est-ce que les gens hors CPF ont payé le montant demandé eux-mêmes? Alors, des demandes pour de la formation intra, oui, nous en avons.
Pour le moment, elles ne se sont pas concrétisées. Donc, c'est-à-dire que c'est passé par mon service. J'ai fait une proposition adaptée en fait à la structure qui m'a fait cette demande. C'est vrai que pour la première promotion, on est allé très vite. Les choses se sont vraiment précipitées. On a voulu ouvrir, donc on avait des délais très courts avec les délais imposés par REDOF et par le CPF. Donc on est vraiment allé très vite. Donc les entreprises qui se sont manifestées, qui étaient intéressées, en fait, le délai était trop court pour elles, donc elles vont se positionner sur les prochaines promotions. Donc oui, il y a un intérêt de former des collaborateurs en intra pour les entreprises. On a plusieurs demandes. Est-ce que autour de la table, tout le monde sait ce que c'est qu'une formation intra en jargon FCU? Alors, intra, ça veut dire en fait que c'est intra-entreprise, c'est-à-dire que votre entreprise, elle décide de vous former collaborateurs de l'entreprise et vous faites un groupe en fait spécifiquement pour vous. Voilà. Donc, normalement, les gens se connaissent. Sauf Oui, dans les normalement, c'est des gens d'une même entreprise ou d'un même profil, mais en tous les cas, oui, d'une même entreprise. Et est-ce que parmi les personnes qui ont payé, c'est affiché là? Alors, oui, voilà. Il n'y a que 5 personnes qui ont payé à titre individuel. Hein. Donc, comme on le disait tout à l'heure, le CPF, c'est 16 personnes sur 22. Donc en pourcentage, je l'ai fait, c'était 72%. Donc, vraiment, on avait raison de penser que le CPF était un levier important, voilà, par rapport à cette formation. J'ai oublié le L à personnel, mais c'est bien 5 financements personnels. 5 financements individuels, et je crois qu'il y en a un en entreprise. C'est ça, un entreprise au-dessus. Oui. Ah oui. Nicolas, est-ce que votre question est répondue? Oui, merci beaucoup. Question de Delphine. Alors, Delphine. On peut la laisser parler peut-être. Ouais. Ah, vous voulez que je prenne la parole? Voilà. Ok. Alors, j'ai perdu mes questions parce que je suis plus sur le même écran. Ça y est, je les retrouve. Vous avez parlé d'un long temps, je crois, de maturation. Est-ce que vous pouvez préciser est-ce que ça se compte en mois, en semaines? Non, en année. Tout dépend de ce qu'on met dans maturation. Parce que c'est vrai que le projet, à un moment, il est. Le temps qu'il arrive aux opérationnels, c'est là où ça peut prendre du temps. Déjà, il faut les trouver, les opérationnels. Voilà, il faut moi, personnellement, la demande est arrivée en mars 2020, en mai 2020. Et donc, après, on s'est mis en ordre de marche et je pense qu'assez rapidement, les premières réunions se sont organisées. On a pris contact avec Fun, CY et Fun se sont réunis. Néanmoins, si j'ai bien compris, le projet était quand même déjà dans les cartons depuis quelques temps. Après, voilà, il faut trouver le bon moment, les bonnes personnes qui s'en emparent. Il faut aussi qu'il y ait un message politique voilà. Il faut aussi que les politiques nous donnent nous donnent le message comme quoi on peut y aller. Ils souhaitent qu'on le fasse. Donc tout ça, ça prend quand même un petit peu de temps, effectivement. Donc je dirais quelques années. Oui, et donc concrètement, en fait, à partir du moment où la décision a été actée et où la session a démarré, il s'est écoulé à peu près 2 ans, si j'ai bien calculé, si j'ai bien tout fait. Oui, tout à fait, mais voilà, c'est aussi lié au projet pilote, puisqu'on avait tout à imaginer, et puis moi, voilà, on n'a pas forcément tout imaginé, donc quand on s'est rendu compte aussi que PIX égale RNCP, et donc là on s'est dit il y a CPF derrière, donc en fait c'est des questions. Non, mais loin de moi l'idée de dire que c'était long, hein. Au contraire, je pense que c'est hyper réaliste comme délai. C'était juste pour avoir. On a découvert aussi au fur et à mesure des débloquants aussi, par exemple avec la convention PIX. C'est vrai qu'on avait un agrément PIX, donc on ne s'est pas interrogé, mais ensuite on s'est dit mais mince, on l'a. Mais il n'est pas prévu pour le distanciel, donc il a fallu faire une convention, un avenant spécifique. Ensuite, on s'est rendu compte par la suite également, et c'est pour ça qu'on vous livre tout ça, parce que c'est important, et au moins vous aurez des billes si vous voulez aller aussi vers ce genre de formation. Mais on s'est rendu compte qu'on n'était pas forcément habilité pour pouvoir faire de la formation nous-mêmes.
Par le certificateur. Donc voilà, par le certificateur. Donc ça a été à nouveau également une nouvelle convention à imaginer, enfin à écrire, à faire signer. Voilà, donc c'est pour ça que ça a pris du temps, parce que c'était un projet pilote et que effectivement, on avance, on recule. Il y a toujours des choses auxquelles on n'a pas pensé, et c'est pour ça que ça a pris du temps. Par contre, maintenant, une fois que c'est sur les rails, je pense que ça devrait rouler. Est-ce que le chiffre des 22 inscrits est à peu près conforme à vos projections ou... On s'était fixé un minimum de 10 personnes et un maximum de 20. D'accord. Ah ouais, donc c'était plutôt mieux qu'espéré finalement. Oui, parce que comme il y a beaucoup, vous allez le voir, il y a beaucoup de suivi individuel. Oui. Thierry, l'enseignant, nous a dit, moi, au-dessus de 20, je ne pourrais pas faire. Il va nous expliquer pourquoi. À tel point qu'on s'est dit, si on atteint les 25-30 inscriptions, on scindera, on fera un deuxième groupe. Mais donc, on était plutôt au-delà des objectifs fixés pour cette première session. En plus, ça a été super vite. En 10 jours, on a eu les 22 inscriptions. Donc, agréablement surpris. Et une toute dernière, si je peux me permettre. Oui. Merci. Je voulais vous demander comment le prix de 650 € avait été déterminé. Si vous aviez une idée avant de faire tourner votre modèle financier, ou est-ce que c'est plutôt le résultat du modèle financier et de la répartition des coûts entre les acteurs? Disons qu'on a aussi fait un benchmark, on a regardé un peu ce qui se faisait, ce qui se vendait, ce qui s'achetait. Voilà, il faut quand même être réaliste. On ne pouvait pas se poser. Si vraiment on avait dû faire une étude des coûts complets, des coûts de la formation, je ne suis pas certaine en fait qu'on ait équilibré la formation. Voilà, en tous les cas, on avait mis un point minimal, un point d'ouverture à 10, tu as dit tout à l'heure. Je ne pense pas qu'à 10, on aurait équilibré la formation, pour être franche. Mais déjà, c'était quand même vraiment quelque chose qu'on voulait faire. On s'est dit que sur la première promo, on ne serait pas rentable. Hein, ça, on ne pensait vraiment pas avoir 22 inscrits, franchement. Donc, le tarif, on l'a fixé en regardant aussi ce qui se faisait chez les autres au niveau de cette formation. On pouvait pas non plus. Et pour le présentiel, quand vous l'opériez en présentiel, vous la vendiez combien? Alors, la certification, les MOOC étaient gratuits. Et la certification… 45 €. Voilà, 45 à 50 €, ça dépend des centres de certification. Voilà. Et c'est PIX qui fixe le prix, je crois. Et le prix, voilà, il est fixé par PIX, hein, je veux dire. Donc, voilà. c'est pour ça qu'on a des contraintes quand même aussi en termes de tarification. Et là, on est sur un coût de certification en présence, donc qui répond à un surveillant pour 20 personnes, donc du coup, voilà, un coût calculé sur de la présence, tout simplement. Merci beaucoup. Delphine, ça répond à vos questions? Super, merci infiniment. Merci. Alors, Renaud, on va te laisser la parole. Donc, la formation prépare une certification inscrite au répertoire spécifique, je vous le disais tout à l'heure. Cette certification a été construite par le GIP PIX et on peut préparer cette certification à condition de suivre le cadre imposé par PIX. Donc, comment vous avez fait pour suivre ce cadre imposé? Tu es référent PIX, ça veut dire quoi concrètement? Et comment, en gros, tu prépares plutôt avec les collègues l'examen pour passer la certification pour que ça se passe bien à tous les niveaux? Écoutez, pour l'instant, je vais répondre sur la notion de référent PIX. Sur CY, nous sommes 2 référents PIX, donc Sigolène Couchouchek, qui n'est pas là, professeur des universités également, et donc moi-même. Je pense que si on doit simplifier sur les grandes missions du référent PIX, on peut simplifier en 3 axes. En fait. C'est tout simplement l'interlocuteur dédié de PIX, c'est le responsable du centre de certification de l'université, et puis c'est le coordinateur des différentes sessions d'examen, donc des sessions de certification des compétences numériques.
Donc voilà les 3 points, tout en sachant que le centre de certification PICS que nous sommes, comme tous les centres de certification PICS, sont des centres qui certifient en présence. Et donc, du coup, ça a posé quelques questions de se dire comment on peut adapter. Est-ce que, du coup, le projet peut avoir lieu en maintenant de la présence ou est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut participer peut-être à une expérimentation de la part de PICS pour innover et être pilote sur une expérimentation à distance? En tout cas, ce sont des questions très intéressantes qu'on s'est posées, avec quelques cheveux en moins certainement, puisque du coup, il y a eu pas mal d'allers-retours entre les différentes parties. Mais nous, de notre côté, en gros, on rendait la certification possible pour nos étudiants, pour le personnel de l'université, mais également aussi pour les personnes extérieures à l'université qui pouvaient nous solliciter en demandant tout simplement de passer cette certification PICS, auquel cas cette certification PICS était payante pour les personnels extérieurs de l'université et gratuite pour le personnel de l'université et les étudiants. Donc du coup, ça se passait en présentiel, sur différents sites de l'université, avec l'idée d'utiliser également aussi notre matériel. D'accord ? Il faut savoir que le matériel doit répondre à un cahier des charges du centre de certification qui est assez strict, et nous en sommes garants. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très important. Sur cette certification, nous, notre rôle, c'est aussi de nous assurer que toutes les conditions relatives à la certification, donc au passage d'examen, telles qu'elles sont définies dans le cahier des charges du JPICS, eh bien, on doit tout simplement les réaliser, on doit les maintenir et on doit être garant de cette bonne conduite, en tout cas. Et donc, être garant des processus de certification. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la grande nouveauté, c'est cette expérimentation, finalement, qui est devenue quelque chose de pilote avec cette certification à distance. Et donc, l'idée de réfléchir à un protocole qui correspond justement à ce cahier des charges, qui est un cahier des charges présentiel à la base, donc de l'adapter, puisqu'on parlait d'une certification en présence, donc automatiquement c'est du synchrone, un surveillant, 20 candidats, voilà, et il surveille tout simplement, il explique les différentes consignes, il vérifie, il accompagne les candidats. Là, l'idée c'était de se dire, mais comment on peut faire à distance tout en sachant que l'obligation était de maintenir du synchrone. Donc, on est sur quelque chose de commodal. L'idée d'avoir un surveillant ou plusieurs surveillants qui vont venir surveiller l'écran des différents candidats, mais également aussi la personne qui est derrière l'écran. Donc, du coup, une double surveillance par candidat, c'est quelque chose d'assez exigeant. Et puis, on comprend vite que le nombre de candidats avec le 1 surveillant pour 20 sur du présentiel ne peut pas être dupliqué et ne peut pas être répliqué sur la distance. Donc, du coup, il y a tout un aménagement. Et là, on s'est appuyé aussi sur la solution d'examen de FEM, par exemple. Alors, je pense qu'on en parlera un petit peu après, je ne vais peut-être pas le détailler. Et l'idée, c'était de l'établir et d'arriver à un protocole qui répond au cahier des charges et qui reste réalisable, bien entendu. Concernant là encore ce projet, donc là, effectivement, on l'a suivi tout au long des différentes étapes, et puis avec cette finalité qui est les sessions de certification du 12 et du 13 juillet, et bien là, en gros, maintenant, on est vraiment sur la fin. Donc, on attend quelque part les sessions avec impatience, puisque du coup, ça va être le bilan de notre travail. On sera là, à ce moment-là, en train de mesurer notre travail concernant la certification, sa mise en place, sa réussite, et puis le travail de Thierry aussi. Avec impatience et stress. Et surtout, le travail des candidats. C'est surtout cela. Voilà. Donc, je pense avoir fait le tour de mon côté. Je ne sais pas si vous avez des questions, ou il y a des questions dans la salle, mais également aussi par ordinateur, si on peut dire cela comme ça. Mais en tout cas, je peux y répondre avec grand plaisir. En tout cas, c'est un des rares exemples où les technologies nous font perdre du temps, on va dire. C'est que en présentiel, un surveillant peut surveiller 20 personnes à la fois dans une salle. En distanciel, 8 seulement. Voilà. C'est une recommandation, effectivement, de PICS. Voilà, c'est 1 pour 8 à distance, tout en sachant que nous, on ira sur 1 pour 4 sur cette session test. Y a-t-il des questions? Oui, en pratique, la surveillance se fait comment, à la fois de l'écran et de la distance? Oui, en fait, c'est tout simplement une salle labellisée et conforme au cahier des charges, avec un surveillant et 20 candidats qui accompagnent les candidats dans les consignes, et après dans la surveillance, avec l'idée
de passer régulièrement derrière les écrans, de répondre à des problèmes techniques également aussi, et puis un procès verbal associé à chaque session que le surveillant va compléter. Tous les candidats sont dans le centre de certification. Oui. Et il y a aussi quand même aussi une chose, c'est qu'avant cette session, il y a aussi un temps d'organisation, de création de sessions, de coordination, et puis de finalisation des sessions après l'examen. Il n'a pas été envisagé un 100% distanciel où les candidats restent chez eux avec un dispositif de surveillance. Alors nous, on va le faire comme ça. On le fait à distance, là, dans le cadre du projet. Dans le cadre du projet, on le fait à distance. Mais là, du coup, on change un petit peu du cahier des charges spécifique de JPix, et là, on passe sur le cahier des charges, on va dire, expérimentation à distance, où là, du coup, on nous comptera un surveillant pour 8 personnes, tout en sachant qu'on se doit d'avoir une surveillance de la personne et une surveillance des écrans. Et pratiquement, ça se passe comment lorsque les personnes sont chez elles, justement? Alors, on va en reparler un petit peu après, mais là, l'idée, c'est qu'on va avoir derrière la solution proposée par Fun, des candidats qui vont être sur leur machine, chez eux, et le surveillant va voir à travers la solution de Fun l'écran de la personne et la personne en train de manipuler également. Et donc, du coup, nous, pour cette session test, un surveillant va surveiller 4 personnes à la fois. Donc, 8 écrans, si vous voulez, sur l'écran du surveillant. Avec des chats pour pouvoir communiquer, échanger et répondre à d'éventuels problèmes, tout simplement aux différents candidats. Là, du coup, c'est une question que j'adresse à Fun plutôt, mais c'est une solution de proctoring qui est parallèle à celle que vous proposez sur les cours. C'est le même prestataire, Proctor Exam. C'est les mêmes technos, c'est la même chose. La différence de taille, c'est que pour les MOOC, on l'utilise en asynchrone. C'est-à-dire que la personne fait ses tests, c'est enregistré en vidéo, et le surveillant regarde les vidéos après coup. Nelly, en gros, c'est ça. Là, une des conditions imposées par le GIP PIX, qu'il a fallu intégrer, c'est que PIX exige une surveillance en synchrone. Donc, il faut, comme Renaud l'explique, il faut pouvoir surveiller les 20 personnes pendant qu'elles font test en live, en temps réel. Et donc, il faut des surveillants qui regardent et la personne et l'écran en temps réel. Et c'est pour ça que on ne peut surveiller que 8 personnes maximum, en l'occurrence 4 pour commencer, mais qu'on ne peut pas, comme pour les MOOC, préparer, je dis n'importe quoi, 2000 certificats parce que les vidéos seront visionnées après coup. Ça répond à votre question? Oui. On continue? Alors, on a vu que tout l'avant-projet a été préparé, cadré, validé, etc. Grâce à l'équipe de Stéphanie. Renaud nous a préparé tous les liens avec PIX, les référentiels, les conditions, etc. pour s'assurer que la certification est bien conforme. Et puis maintenant, la partie très opérationnelle du projet, c'est Sabine qui l'a gérée puisqu'il a fallu avoir des candidats, les renseigner, puisque avant de s'inscrire, ils demandent des infos, les sélectionner, les inscrire et découvrir la joie, le bonheur EDOF. EDOF, c'était pas pour les candidats, mais c'était lié, oui, pardon. J'aurais dû le dire avant. Qui sait ce que c'est EDOF? Dans la salle, oui. À distance, est-ce que dans les participants à distance, tout le monde sait qui est EDOF? Monsieur EDOF. Quand même l'expliquer. Oui, non, je ne sais pas. Enfin, moi, je ne sais pas. Alors ça, c'est un terme 100% formation professionnelle, formation continue et professionnelle. L'acronyme signifie espace dédié aux organismes de formation. Donc, c'est la plateforme d'enregistrement pour les organismes de formation pour saisir notre catalogue de formations, ou les formations que l'on souhaite rendre visibles sur moncompte.gouv.fr. Voilà.
Et donc, c'est grâce à ça que une formation est éligible au CPF et apparaît au catalogue des formations éligibles au CPF sur la plateforme moncpf.org. Alors, apparaît si on les saisit, bien sûr. Et c'est tout un... Et voilà, je dis ça parce que ça a été pour nous un parcours encore. Un parcours un petit peu du combattant. Alors, Sabine, comment avez-vous, avec ton équipe, avez-vous géré tout ça? Oui. Renseigner, donc il a fallu déjà afficher, comment vous avez affiché la formation sur votre site, sur la plateforme CPF, comment vous avez attiré des candidats, comment vous les avez inscrits, etc., de façon à avoir 22 personnes qui commencent le 29 avril à 9h. D'accord. Alors, donc déjà, c'est le service donc reprise d'études qui a géré cette formation, service reprise d'études qui gère à la fois les diplômes nationaux au sein de la direction de la formation professionnelle, mais aussi les formations courtes, qu'elles soient certifiantes ou non. Donc, on l'a dit, l'intérêt de cette formation, c'est que c'était une formation donc, courte, puisque 11 semaines environ, mais certifiante parce que inscrite au répertoire spécifique et donc le CPF pouvait être mobilisable. Notre service en reprise d'études a été sollicité, alors un peu plus tard, nous, voilà, je n'ai pas l'historique des 2 ans, mais au mois à peu près de décembre 2021, puisqu'en fait, une première session était prévue de mémoire pour le mois de mars. Et donc, nous avons eu plusieurs réunions en début d'année pour caler un certain nombre de points qui étaient importants et préalables, qui étaient déjà définir un process entre nous. Tu en as parlé, Stéphanie, les responsabilités des uns et des autres, le qui fait quoi, mais aussi parler du dossier de candidature, l'élaborer, et puis élaborer la fiche formation qu'on allait mettre sur notre site, et puis du coup aussi le contenu qu'on allait mettre pour saisir dans cette fameuse plateforme EDOF. Donc voilà, toutes ces réunions avaient été faites et effectivement, nous avons connu quelques déboires, voilà, puisque, alors, pour saisir, il faut savoir que pour saisir une offre de formation sur la plateforme EDOF, et pour qu'elle soit ensuite donc visible sur moncompte.gouv.fr, qui est pour le coup le portail pour les individus. Donc, il faut savoir que la fiche répertoire spécifique ou RNCP doit être active. Voilà, et qu'elle doit mentionner l'organisme de formation, soit comme certificateur, soit habilité par le certificateur. Or, cette fiche, effectivement, cette fiche était bien inscrite effectivement au répertoire spécifique, mais la date d'échéance de son enregistrement était au 31 décembre 2021. Et donc là, on refait un petit peu l'historique. Et donc, nous n'avons eu, par France Compétences, la réactivation de cette fiche, d'ailleurs qui a changé de numéro, que le 25 février. Donc, voilà, donc on était en attente parce qu'on ne pouvait donc saisir sur EDOF cette formation tant que la fiche n'était pas active. Et ensuite, il y a eu un autre déboire, comme tu disais, puisque nous avons appris qu'il fallait encore que PIX nous fasse signer une convention, je vais la lire, une convention d'habilitation d'un organisme de formation préparant à la certification PIX dans le cadre de formation proposée sur le site Mon Compte Formation. Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'auparavant, notre université était habilitée à organiser une évaluation, mais nous n'étions pas habilités à former. Et donc, pour effectivement pouvoir dispenser une formation proposée sur le site Mon Compte Formation, il nous fallait donc être habilité par cette convention, par la signature de cette convention. Donc, on vous passe un peu les détails et des allers-retours, mais ça nous a amené du coup pratiquement, je crois, début avril. Oui. Pratiquement début avril, voilà.
Donc, nous avons décidé de maintenir la date, non pas de maintenir, du coup, on a modifié la date pour une nouvelle date de démarrage au 29 avril, mais du coup, nous étions réduits en termes de temps, puisque pour saisir, alors nous pouvions effectivement saisir sur EDOF, mais il faut savoir que, et depuis déjà plus d'1 an, le candidat a un possible délai de rétractation de 14 jours. Et donc, nous pouvons saisir donc une formation, enfin, bon, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais disons, pour une formation qui démarrait au 29 avril, nous ne pouvions plus inscrire des personnes au à peu près 14 avril. Voilà. Donc, nous avons eu très peu de temps entre la communication. Donc, nous avons effectivement vraiment bénéficié de la force de frappe de Fun, puisque en une semaine, on a eu effectivement beaucoup de candidatures. Donc là, je vais parler effectivement, oui, de la candidature, comment elle nous arrive, puisque c'était aussi ta question, Cécile. Donc, nous avons bénéficié donc de la communication de Fun via une newsletter. Donc, Cécile, tu pourras peut-être préciser. Et sur cette newsletter et ce teaser, je crois qu'il y avait un lien sur notre fiche formation. C'est ça. Voilà. Elle est affichée là. Je ne sais pas si c'est visible. Ça, c'est la newsletter envoyée par Fun à tous ses contacts, qui annonce la formation, qui annonce qu'elle est éligible au CPF. Et le bouton, alors il y a les dates clés, le tarif, et le bouton renseignement et inscription renvoie sur le site de CY Université, soit pour avoir des renseignements, soit pour s'inscrire directement. C'est ça. Donc, il y a un lien où les personnes pouvaient effectivement télécharger un dossier de candidature. Et il y avait aussi donc une adresse mail, bien sûr, et un numéro de téléphone de la gestionnaire, puisque il y a une gestionnaire qui a été dédiée donc, pour cette formation. Voilà. Donc, comme je vous le disais, en une semaine, de nombreux dossiers de candidature. Alors, par rapport à ce dossier de candidature, nous avons réfléchi aux prérequis, puisque la question se pose aussi pour EDOF, enfin, pour ceux qui connaissent un petit peu, est-ce qu'on inscrit une formation avec ou sans prérequis? Or, là, s'il n'y a pas des prérequis d'ordre pédagogique, il y a des prérequis d'ordre, comment dire, Thierry, d'ordre technique, d'ailleurs qui sont inscrits aussi sur la fiche RS. C'est-à-dire que, alors je retrouve mon texte, voilà, pour passer une certification PIX, un candidat doit savoir, bien sûr, lire, écrire et compter, et utiliser les fonctionnalités basiques d'un ordinateur, manipulation de la souris et du clavier. Aucun autre niveau préalable de certification ou de diplôme n'est exigé. Donc, nous, on l'a traduit un petit peu autrement sur le dossier de candidature, et donc, on a réfléchi à, effectivement, puisque c'est quand même un prérequis, hein, même si ce n'est pas d'ordre pédagogique, sur le dossier de candidature, à faire une attestation, une attestation sur le nom, en fait, voilà, disant qu'ils avaient bien, alors déjà compris, je dirais, les attendus de cette formation, hein, que c'était en ligne. Que c'était bien en ligne, qu'ils avaient le matériel, etc. Qu'ils pouvaient suivre une visioconférence. Qui pouvait suivre une visioconférence, je crois que j'ai marqué ça par là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Alors, je l'ai là. Alors, ils devaient attester effectivement qu'ils avaient bien compris que cette formation se déroulerait entièrement en ligne, qu'ils s'engageaient à faire preuve d'assiduité, de rigueur et d'autonomie pour suivre la formation, de disposer d'un ordinateur relié à Internet à haut débit, capable de lire des vidéos confortablement et de participer à des visioconférences. Donc, bon, je passe les détails, il y a des choses entre parenthèses. Savoir, bien sûr, utiliser une messagerie électronique, se connecter à une plateforme numérique avec un identifiant et un mot de passe, utiliser un microphone, une webcam, et accepter aussi, mais ça,
Thierry en parlera sûrement, accepter de fixer avec le formateur en début de session des objectifs de progression raisonnables et pertinents en fonction de ses acquis antérieurs et de ses projets. Et bien sûr, à l'issue de la formation, passer l'examen surveillé à distance pour obtenir la certification PICS. Voilà. Donc la gestionnaire s'assurait, quand elle recevait ce dossier de candidature, que ce dossier était bien signé. Et puis, regarder dans le dossier de candidature quel était le mode de financement envisagé. Donc, si c'était du CPF, mais éventuellement, si c'était du financement individuel ou de l'entreprise. Hein, dans le cas d'une entreprise, d'un financement entreprise, ça donne lieu à la signature d'une convention. Dans le cas du CPF, et donc effectivement, c'est la majorité des financements, nous donnions le lien pour qu'ils puissent aller donc directement sur mon compte.gouv, enfin au niveau de la formation, voilà, pour mobiliser leur CPF. Donc, sinon, qu'est-ce que je n'ai pas dit? Donc ça, c'était sur je dirais les dossiers de candidature et la présélection entre guillemets et comment activer le financement. Ensuite, effectivement, sur la partie un peu en amont, la gestionnaire effectivement pédagogique qui était affectée recevait des mails d'information et de demandes. Lorsque je dirais que les questions relevées de la pédagogie, je peux dire, hein. Donc là, il était effectivement convenu que l'on puisse transmettre donc ces questions aux formateurs, hein, donc ici à Renault, pour pouvoir répondre aux personnes. Voilà. Donc nous nous occupions plutôt du côté financement, gestion, etc. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur EDOF? Sur le dossier de candidature, est-ce que vous auriez des questions? Qu'est-ce que j'aurais oublié? On a fait le tour. Avez-vous des questions sur toute la procédure depuis la prise d'information jusqu'à l'inscription effective? Pas de questions? Donc, il faut comprendre que c'est en 2 étapes. Hein. D'abord, la saisie donc, de l'offre de formation sur notre plateforme réserve aux organismes de formation. Donc, une fois saisie, elle est visible pour les particuliers sur moncompte.gouv.fr et eux vont sur cette plateforme pour mobiliser leur CPF. Étant donné que c'est une formation qui est à prérequis, donc il y a un temps, je dirais, d'acceptation du dossier pour accepter ce dossier sur la plateforme. Mais ensuite, c'est très simple hein, pour mobiliser le CPF. Je dirais que voilà, c'était en amont que c'était plus compliqué. Voilà, je ne sais pas ce qu'il y a. Merci, Sabine. On a une question de Christophe. Oui. Christophe. Non. Il est là, Victor. C'est simplement que Delphine me signale qu'elle a perdu la connexion et que vous n'entendez plus. On voit les autres. Est-ce que, à part Delphine, Je pense que c'est bon. les autres sont là, nous voient, nous entendent? Sophie? Il y a Sophie qui est Moi, sur mon live, je n'ai pas le son. ça fonctionne Ça tout fonctionne. seul. Ok. Donc Delphine, c'est plutôt chez vous. Je ne sais pas si Christophe peut lui. Alors, on continue. Donc, Peut-être juste dire, je ne sais pas si tu l'avais marqué, quand au départ, on avait eu 45 candidatures. ah oui, non, je ne sais pas. Voilà. Il y a donc 22 inscrits et il y a eu 45 candidatures. Demande d'information, c'est tout, non? Alors 45, alors Oui, prise de contact. Alors, prise de contact, il y en avait plus que ça, mais D'accord. dossier de candidature, demande des financements qui n'ont pas été au bout, d'autres qui pouvaient attendre des financements entreprises, effectivement des demandes d'information, mais comme encore une fois, le temps a été un petit peu court, voilà. Mais, Est-ce qu'il est prévu une relance pour cela? pour la deuxième session, tout à fait. Il y a des gens, effectivement, dont le délai était trop court pour la première session, qu'on relance pour la deuxième.
Alors sinon, ce sera peut-être dans le cadre du levier du PCF qui m'intéresse un peu plus, mais pour les 5 qui n'ont pas utilisé le CPF, on a une idée de leur motivation. Est-ce que c'est parce que le CPF était déjà mobilisé sur autre chose avec les fonds? Est-ce que c'est un choix stratégique parce qu'ils prévoient d'utiliser le CPF dans son entièreté avec leur employeur pour autre chose? Est-ce que c'est parce que, enfin, toutes les déclinaisons possibles de Oui. Je ne peux pas répondre précisément à cette question. C'est trop complexe. Est-ce que vous avez cherché à savoir, et est-ce que vous avez eu, sans chercher à savoir, des indices sur cette non-utilisation du CPF, qui est annoncée par ailleurs? En général, quand les gens n'utilisent pas leur CPF, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Hein. Qui est annoncé comme quelque chose de très pratique et de très facile d'accès. C'est toujours mieux à formation donnée de se la faire financer par son employeur, par son CPF, au moins on ne touche pas à son CPF. Donc, c'est pour ça que je pose la question de savoir est-ce qu'on a une idée, soit en allant chercher l'information, soit en la recevant spontanément de ceux qui ne l'ont pas mobilisé. J'ai un autre exemple, c'est une des participantes qui est enseignante et qui espère se faire rembourser par son académie dans le cadre du mais elle a commencé la formation sans avoir la certitude que son dossier sera accepté par son académie. Alors ça, c'est vrai que ça ne répond pas complètement à votre question, mais effectivement, quand je disais qu'on a manqué un petit peu de temps, mais c'est vrai qu'il y a des gens qui étaient en attente plutôt d'un financement entreprise. Et comme on a eu moins d'un mois, 3 semaines pour inscrire les gens, ce n'était pas forcément suffisant pour qu'ils aient des retours entreprises. Alors, pour autant, est-ce qu'ils avaient du CPF derrière qu'ils ne voulaient pas utiliser? C'est quand même assez rare. La stratégie, vous voulez dire. Après, il y a tout à fait des possibilités de co-abondement. Hein. Alors, là, ça ne s'est pas trouvé. Mais c'est-à-dire une personne qui aurait, je ne sais pas, 500 € peut abonder. Hein. On n'est pas obligé d'avoir 600 € sur le CPF. Non, mais je le dis parce que tout le monde ne peut pas le savoir. Il y a des possibilités de co-abondement, soit en financement individuel, soit d'ailleurs entreprise ou autre. Hein. Voilà. Mais voilà, je ne peux pas répondre plus à votre question, mais de façon générale, enfin, ce qu'on voit sur les autres formations, c'est que lorsque les personnes ont du CPF et qu'elles ne peuvent prétendre à un autre financement, elles l'utilisent, il n'y a pas de stratégie. Enfin, je n'ai pas noté véritablement de stratégie comme vous pouvez l'évoquer, enfin, si j'ai bien compris. Oui, mais seulement si on considère que 5 personnes sur 22, on n'est pas loin des 25% quand même, ce n'est pas, à mon sens, quelque chose de totalement marginal. Donc, mais il y a beaucoup de personnes après, qui pourraient être dans d'autres projets plus importants. Cette proportion-là amène à s'interroger éventuellement. C'est juste que... Oui, mais j'entends bien. Mais pour gérer les formations aussi sur les diplômes nationaux, je vous assure qu'on peut être étonné par les montants des CPF, des fois qui sont vraiment faibles. Hein. Donc, non, mais ça sera. On va poser la question dans le questionnaire de fin de formation. Pourquoi n'avez-vous pas utilisé votre CPF? C'est une très bonne question. Non, mais c'est grâce à vous qu'on va le faire. Hein. C'était pas prévu. Merci. J'ai quand même une autre réponse à votre question précise. Il y a un des participants qui a un projet de monter une entreprise et qui veut vraiment afficher la certification PIX au moment où il va ouvrir son entreprise. Et donc là, c'est un financement. Alors, il est libéral. Voilà, c'est lui qui paye pour ça. Donc, ça fait quand même 2 exemples. Le troisième, je pense qu'il y a un médecin retraité qui vraiment avait envie de faire la formation parce que pour pouvoir faire un peu de numérique avec ses petits-enfants. Donc, c'est vraiment une motivation individuelle. Et il faut savoir que quand on est retraité, pardon, je te coupe, effectivement, quand le dossier retraite est finalisé, on n'a plus accès à son CPF. Donc, c'est effectivement une explication. 3 sur 5. Je peux me permettre de rajouter les 4e? Oui. Bah, par exemple, si on est dans le secteur public, c'est beaucoup plus compliqué de... C'est ce que je disais, voilà, au démarrage. Vous avez mentionné ce point au début, et je sais que, par exemple, moi, en étant un agent public, je ne vais pas bénéficier de tous les CPF que j'aimerais bien, malgré mon soif d'apprentissage. Parce qu'on n'a pas la main. Oui, bien sûr. Voilà. Il faut demander la validation de son projet par son administration. Il faut ouvrier parce que finalement, on arrive à des explications
avec une typologie des cas, là, c'est le cas de dire, qui peut amener justement à revoir un petit peu sa manière de proposer la session en fonction de ces cas-là pour ne pas soit les exclure, soit les obliger à passer par un cheminement qui serait un second choix, second best. Allez, l'heure tourne, il est 16h déjà. Nous allons laisser la parole à Thierry. Donc, Thierry est l'enseignant qui a conçu les MOOC il y a 3 ans et qui les a animés, et d'autre part, qui les a adaptés, mis à jour, on va dire, pour cette opération, et surtout qui les a animés. Donc, c'est lui qui est monsieur pédagogique sur ce volet. Thierry, raconte-nous d'abord en quoi consiste cette formation. Elle prépare une certification, certes, mais en gros, comment elle est organisée, quel est son contenu, etc. Quels outils tu as mis en place pour suivre, motiver les 22 personnes, étant entendu que ces personnes ont payé pour une formation dont le contenu était quelques mois auparavant gratuit. Donc, comment on passe d'un modèle gratuit à un modèle payant qui tient et qui est satisfaisant? Et puis, est-ce que tu as une idée aujourd'hui des personnes, comment ça se passe la formation, quels sont leurs projets, quels sont leurs profils, etc. etc. Et je vais passer tes slides. Juste le temps que tu commences, il faut que je change à l'écran, mais fais comme si je n'étais pas là. Ok. J'ai fait quelques images pour éviter de faire de longs discours. Donc, ces MOOC, ça existe depuis longtemps. Hein. Ces MOOC faisaient partie de la première vague de Fun en 2014. C'était au départ, c'était une dizaine d'universités qui travaillaient ensemble dans le cadre du C2I. Déjà, c'était rapide. Hein. Et voilà. Et donc, il se trouve qu'à un moment donné, c'est Sergi qui a repris l'ensemble de ces formations. Quand PIX est né, on a adapté le contenu de ces MOOC à la certification PIX. Et donc, je pense qu'il apparaissait pour plusieurs personnes naturelles qu'on reprenne au début. Alors, le dispositif, 2 partenaires vraiment impliqués dans le montage et un partenaire qui finalement est plutôt un partenaire cible, même s'il a fallu négocier avec lui sur pas mal de points. On peut tourner la page. Donc, pour PIX, est-ce que je parle de PIX un petit peu rapidement? 16 compétences, 8 niveaux par compétence. Donc, c'est quelque chose qui est très complet et qui permet de définir des profils très variés. Vous faites 16 x 8 et vous voyez le nombre de profils qu'on obtient. D'accord? Ces niveaux, c'est quelque chose qui est important. Le niveau 1, c'est « je sais faire si on me tient la main ». Le niveau 2, c'est « je sais faire parce qu'on m'a vraiment bien expliqué, on a répété tout ce qu'il fallait ». Le niveau 3, c'est « on m'a expliqué tout, j'arrive à le faire à peu près tout seul », etc., etc. Le niveau 5, c'est « je me débrouille tout seul, je suis autonome », c'est-à-dire même si je ne sais pas faire, je trouve le moyen de faire, pour mes niveaux d'autonomie. Le niveau 6, c'est non seulement j'arrive à le faire si je ne sais pas faire, mais je suis capable d'aider mes collègues à avancer. Niveau 7 et 8, j'en parle pas trop, ce sont les niveaux d'expertise qui ne sont pas encore en place chez PIX. D'accord? Donc, la difficulté quand on réfléchit à un tel dispositif, c'est qu'on ne peut pas emmener tout le monde forcément au meilleur niveau. Donc, nous, on a choisi, ça c'était dans le cadre des MOOC, on vise le niveau 5 pour toutes les compétences et ce sont les apprenants qui choisissent sur quelles compétences ils vont travailler. Ça, c'est le cadre des MOOC. On peut tourner la page. Donc, on pourrait imaginer, non, il ne faut pas faire ça, un cours linéaire où on prend les 16 compétences de PIX, on traite la première, puis la deuxième. Non, voilà. On va faire des parcours qui vont partir dans tous les sens. Et puis, merci, elle est fantastique. La suivante. On a répété beaucoup avec Cécile pour ça. Et puis, on fait des parcours sélectifs. Voilà. Alors, quand on a ça au point de départ, comment est-ce qu'on avance dans le cadre de la formation proposée? On va tourner la page parce que je me souviens plus de ce qu'il y a après. Ce qui est très important, ce qui est fondamental avec PIX, c'est que c'est une certification qui fonctionne en 2 temps. Et pour ce que j'en sais, c'est la seule, c'est un modèle qu'ils ont inventé, ils n'ont pas encore été copiés. C'est-à-dire que l'apprenant seul chez lui s'évalue en toute autonomie. Et il va définir un profil sur les 16 compétences, les 8 niveaux, donc les 6 niveaux actuellement opérationnels. Il obtient ce profil en toute autonomie.
l'examen de certification, donc la deuxième phase, n'est là que pour attester que ce qu'il a su faire tout seul quand il était chez lui, il est à nouveau capable de le faire en situation d'examen. C'est une idée géniale qu'ils ont eu PICS. Pourquoi? Parce que évaluer 16 compétences sur 6 niveaux en 2 heures, vous ne prenez pas les 16 compétences et vous testez les 6 niveaux. Ce que vous faites, vous prenez le candidat, vous savez quel niveau il a et vous vérifiez qu'il a bien le niveau qu'il dit avoir. Si il était au niveau 6 dans la compétence 3.2, on va lui poser 3 questions de niveau 6 sur la compétence 3.2. Il a bien répondu, tant mieux, il sera certifié à ce niveau. Donc c'est déjà en soi un processus très original. On peut tourner la page, merci Cécile. On avait dit que je tousserais, mais bon. En période de Covid, c'est pas vrai. Donc, je vous ai parlé de PICS. Alors, que viennent faire CY et Fun? Donc, ce sont les 3 MOOC dont Cécile a parlé, donc j'insiste pas. Et la difficulté, on peut tourner la page, ça va être d'articuler ces 5 éléments. 3 MOOC, une évaluation régulière et une certification. Et pour ça, on monte un cours qui va être le point d'entrée pour tous les participants. Et c'est dans ce cours que l'enseignant, moi, je vais diriger successivement les différents participants vers telle ou telle ressource dans les MOOC, et puis en lui conseillant de s'évaluer en autonomie sur telle ou telle compétence dans PICS, pour finalement, le 12 et le 3 juillet, laisser la main à Renaud pour qu'il surveille tout ça de près. Donc en fait, ce cours, il est totalement en ligne. Et pour Fun, je pense que c'est une véritable révolution. Ce matin, j'étais très étonné, c'est super, hein, très enthousiaste à l'idée que Fun est en train de penser un système, une plateforme de formation qui soit orientée formation professionnelle. Ça veut dire clairement qu'on passe du massif asynchrone à du petit effectif avec au moins une partie importante synchrone. Ce sont 2 architectures, 2 soucis tout à fait différents. Donc le fait que Fun se lance là-dedans, c'est plutôt une très bonne chose. Il faut être optimiste. Et puis quand ils auront trouvé l'outil, ça sera fantastique. Donc cette formation, elle part de ressources qui étaient du massif asynchrone. On fait avec 1/4 de synchrone et 3/4 d'asynchrone. Les 3/4 d'asynchrone, c'est comme dans les MOOC, consulter, agir, évaluer. Voilà, ça c'est ce qu'on faisait dans les MOOC et ce que je continue à faire là-dedans. Et le synchrone, eh ben, c'est d'une part un cours collectif qui dure 1 heure, le vendredi à midi et demi, pas à 9h, midi et demi. À midi et demi, on avait choisi l'heure du déjeuner pour que les gens puissent être libres à ce temps-là. Ils étaient avertis au moment de l'inscription. C'était déjà fixé, non pas à midi et demi, mais à l'heure méridienne. On s'était réservé la possibilité peut-être d'en faire 2. Libre à cette heure-là, à l'heure continentale. Oui. En excluant le reste du monde. Non, parce qu'on a 2. Alors, effectivement, c'est un peu posé. Il fallait pas répondre. Oui, si, non. Mais je suis. En fait, si, j'ai envie de répondre. Je pense qu'il faut réfléchir là-dessus. Et il faut effectivement voir. Mais je reviendrai là-dessus parce qu'il y a un vrai problème derrière qui n'est pas ça. Et puis, 3 entretiens individuels. Un au début de la formation. On discute. Alors, en fait, officiellement, personne ne va entendre ça. Non, c'est filmé et voilà. ça sera diffusé en replay. Mais... Officiellement, c'est pour définir le profil initial des participants. Et donc, de définir le profil cible, les 2 mots sont importants, avec un profil raisonnable et pertinent. D'accord? Raisonnable, parce que s'ils me disent tous, je vais avoir le niveau 6 dans toutes les compétences. Bon, d'accord, vous êtes sûr. Et pertinent, c'est-à-dire que de les aider à choisir les compétences qui vont avoir un rapport avec leur projet. Officieusement, c'est les mettre à l'aise dès le départ. Le fait de discuter pendant 1 demi-heure avec chacun en particulier, ça permet voilà, ils s'approprient un peu la formation, ça permet de repérer les difficultés qui n'étaient pas forcément prévues au départ et de les mettre à l'aise. Le deuxième entretien a lieu au milieu de la formation, c'est pour faire un suivi et c'est lors de cet entretien que la plupart des participants ont dit ces entretiens sont indispensables, c'est ça qui nous motive. Et le 3e entretien, je n'ai pas encore fini, j'en ai fait à peu près la moitié. Et c'est effectivement là plus des conseils, on va dire de bachotage. Là encore, on n'est pas enregistré. Des conseils de bachotage par rapport à PICS, puisque la certification, c'est dans 15 jours. Leur dire, voilà, non, laisse tomber ça, parce que si tu es au niveau 1, je vous vois tous les participants.
Si vous êtes au niveau 1, vous allez avoir du mal à passer au niveau 2, voire au niveau 3. Par contre, là, vous êtes au niveau 4 et c'est assez important de passer au niveau 5, qui sera un niveau d'autonomie qui est intéressant pour vous en fonction de votre projet. C'est ça le troisième entretien. Consulter, agir, évaluer, c'est ce qu'on faisait dans les MOOC. Suivre, accompagner, relancer, moi, c'est ce qui me passionne dans ce dispositif. Ah oui, je n'avais jamais eu l'occasion de mettre ça en place du temps où j'étais encore en activité. Et le fait de mettre ça en place à la retraite, c'est pratique parce qu'il faut avoir beaucoup de temps disponible pour faire ça. Donc, voilà le schéma final. Et enfin, final, le schéma actuel, on verra bien ce que ça devient par la suite. Cécile voulait que je parle dans ta question, si je me souviens bien, des réactions des participants. Qui sont-ils? Alors, ça c'est toi qui l'as dit. Moi, je n'ai eu que des entretiens avec eux, pas au niveau statistique. Alors, d'abord, le mauvais côté de la chose, 3 abandons fermes. Un dès le départ qui m'a dit pourquoi, voilà, très très bien. 2 qui m'ont souvent dit qu'ils s'accrochaient, mais qui en fait ne s'accrochent pas, voilà. Et puis, pour le moment, nous avons 16 inscrits simplement à la certification. Il y en a 2 qui probablement ont pris un peu de retard. Et il y en a encore un, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Donc, c'est lors du 3e entretien que j'essaierai de comprendre pourquoi il n'est pas encore inscrit à la certification. Il faut savoir que les 3 semaines qu'on a perdues au début, pour des raisons, voilà, sont terribles en ce moment, parce qu'on finit la formation fin juin, début juillet, au moment où tout le monde est surbooké, fatigué, etc. Et donc, je dois dire qu'il y a une certaine lassitude. C'est long, 11 semaines à 4... Ce qu'on annonçait, c'était 4 heures de travail hebdomadaire, 1 heure en synchrone, 3 heures en asynchrone. Pendant 11 semaines, ça fait long. Et je sens de la fatigue, aussi bien chez les participants que chez moi d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est un système qui demande beaucoup d'immunisme. Donc ça, c'est pour les résultats. Alors, moi, je suis stressé. Demain, je vous raconte, demain à 12h30, ils ont fait, je leur ai demandé de faire, soit individuellement par groupe, une petite vidéo de 3 minutes. Vous avez bien compris qu'on ne peut pas couvrir tout PIX dans une formation comme ça. Donc, ce que je fais, je leur demande de choisir un sujet dans la rubrique « Appréhender les enjeux du numérique ». C'est aussi une des particularités de PIX, sensibiliser les apprenants aux enjeux du numérique. Je leur demande de choisir un sujet, de faire une petite vidéo de 3 minutes, 5 minutes, de la mettre en ligne hier pour qu'on puisse en discuter demain lors de la dernière formation. Et hier soir, j'avais que 3 vidéos. Là, tout à l'heure, je regarde encore. Ça tombe petit à petit, ça va. Je mets une vidéo, ça s'améliore. Et demain, on va faire des échanges là-dessus, ce qui a 2 avantages. Le premier, c'est que certains s'impliquent dans une recherche sur un sujet, donc je suis sûr qu'ils apprennent quelque chose. Et puis, ça permettra, dans les 2 dernières séances, d'aborder les sujets qu'on n'a pas pu aborder pendant la formation. Donc ça, c'était pour donner un petit, pas un bilan, mais le côté, on attend avec impatience le 13 juillet pour le bilan. Moi, j'ai été impressionné dès le départ. Dans ce groupe, il y a 3 types de profils caricaturaux. Je dis que je ne ferai pas de statistiques, mais quand même, il y a des gens qui s'intéressent au numérique parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils doivent s'intéresser au numérique et qui s'accrochent. Il y a des spécialistes. Je dis à chaque séance, je dis, oh ben vous en savez plus que moi sur ce sujet-là. Et c'est vrai, c'est vrai. Il y a en particulier des personnes qui sont correspondantes PIX, référents PIX dans le lycée, enfin dans un lycée. Il y a des collègues qui vraiment ça. Il y a, Cécile l'a souligné, il y a quelqu'un qui est responsable d'un réseau dans un établissement d'enseignement supérieur. Donc, ce n'est pas quelqu'un à qui je vais apprendre ce que c'est la différence entre IPv4 et IPv6. De toute façon, dans PIX, je n'apprends pas ça, c'est pas la peine. Donc, je suis impressionné. Pendant toutes ces séances, j'étais impressionné et j'ai hâte de voir un peu le résultat. Je pense que c'était quand même un public de première vague, un public de pionniers, un public de gens qui attendaient une formation comme ça et qui, du coup, font que la formation est très vivante. Voilà. Merci Thierry. J'ai répondu à toutes tes questions. Parfait. Dans un temps remarquablement court. C'est vrai. Il est 16h15, donc pour les 15 dernières minutes, je vous propose de répondre un peu plus rapidement que les premières. On est donc sur un dispositif expérimental aujourd'hui. La certification sera proposée le 12 et 13 juillet. On verra, on aura les résultats définitifs une fois que les examens seront passés. Stéphanie, aujourd'hui, donc on est en fin d'expérimentation, est-ce que tu as une idée de la suite? On a beaucoup travaillé, le dispositif est lancé, on est en fin de dispositif. Et après,
Qu'est-ce qu'on vous pensez CY faire de tout ça? La suite, déjà, c'est la deuxième promotion qui est déjà prévue pour le 30 septembre. Oui. Donc, voilà. Ce que pense faire de tout ça, CY, effectivement, on a fait le groupe pilote et on aimerait bien pouvoir, massifier, si je peux dire. Parce qu'effectivement, le modèle économique, il est quand même basé pour nous sur la masse, sur le nombre. Donc, pour devenir rentable, il faut qu'on ait plus d'inscrits. Voilà. Et puis peut-être, on a échangé il y a peu de temps avec Renaud, peut-être aussi revoir un peu le produit, pourquoi pas, pour l'adapter à certains publics qui n'auraient peut-être pas, eux, besoin tant que ça des MOOC, mais qui auraient besoin peut-être plus d'un accompagnement avec la visée certification. En fait, repenser le produit aussi en fonction des publics, pourquoi pas. Donc, il y a de l'ingénierie à revoir. Et puis pour nous aussi, c'est peut-être penser aux accompagnants, aux mentors, je ne sais pas comment on peut les appeler, aux Thierry Marchand, au clonage de Thierry, en fait. C'est-à-dire c'est quand même basé énormément sur son travail et sur ses compétences. Comme Thierry vous l'a dit, il est retraité. Ce qui est un très très beau métier. C'est ça. Donc on espère pouvoir continuer sur ce projet avec des personnes formées, compétentes qui pourront accompagner les formations en distance, en distanciel, pardon. Aujourd'hui, c'est ça nos préoccupations. C'est aussi au niveau politique, c'est toujours aussi, c'est un peu le nerf de la guerre, il faut le portage au niveau de notre établissement. C'est vrai que s'il n'y a pas une réelle volonté qu'on développe ce produit, on ne pourra pas le développer. Donc c'est basé sur, comme je vous l'ai dit, sur la formation peut-être, le recrutement de nouveaux accompagnants. C'est aussi basé sur peut-être des plateformes plus efficaces qui permettraient de gérer plus de stagiaires en même temps. Il y a plein de sujets en fait. On est vraiment sur un début, sur un projet pilote et on a plein d'idées, mais il faut aussi qu'on nous aide à les mettre en œuvre. Merci. Renaud, qu'est-ce que tu conseillerais à des collègues d'autres établissements qui veulent mettre en place de la certification à distance pour que ça se passe bien? C'est quelque chose, la certification à distance, c'est une vraie opportunité qui est en train de s'ouvrir à tout le monde. D'une part parce qu'il y a cette certification et c'est ça qui intéresse les individus, les entreprises, et d'autre part à distance. Un établissement, je vois que l'IMT est là aujourd'hui. L'IMT, qu'est-ce que tu pourrais dire aux collègues de l'IMT pour mettre de la certification professionnelle, j'entends bien, à distance? Alors, quand tu dis à distance, c'est-à-dire en mode synchrone également? je vais répondre alors à ma question. Réponds à ta question. Je n'avais pas derrière. La dimension synchrone est une réelle difficulté à laquelle il faut impérativement coupler finalement la solution technique utilisée. Donc la solution, finalement, on est tributaire à un moment donné des solutions qui nous sont offertes et les solutions vont pas nous dicter, mais elles vont nous limiter en tout cas. Et donc, je pense qu'il faut bien prendre en compte cette solution pour établir un protocole clair, je dirais net, et surtout clair vis-à-vis des candidats, parce que vous pouvez vous rendre compte que sur une session en présentiel d'examen, pour en avoir fait encore et organisé toute la semaine, et coordonné toute la semaine, il y a un réel stress des candidats. Et là, avec le distanciel, vous y ajoutez aussi quelque chose supplémentaire. C'est-à-dire que je suis derrière ma machine, mais OK, s'il y a une coupure, qu'est-ce que je dois faire? Donc finalement, la solution technique, si on revient là-dessus, va un petit peu, il faut vraiment établir un protocole, mais il faut aussi surtout établir une solution de remplacement. Et donc, il faut envisager qu'à un moment donné, le candidat
et une coupure, et que derrière, il ne peut pas regagner on va dire, la solution d'examen et l'examen. Donc, il lui faut une solution de secours. Donc, nous, notre équipe, en fait, c'est ça aussi, c'est de penser à un plan B pour le candidat qu'on aura perdu le temps de la session, puisque si nous, on ne le voit pas et qu'il est rendu à la question 3 et qu'on le retrouve après sur la question 18, il s'est passé 15 questions et nous, en tant que garant centre de certification, on ne peut pas et on annulera la certification. Donc, il faut être capable d'envisager, et donc ça, nous, on y pense et on est en train de finaliser notre protocole. On a une dernière petite réunion demain, et puis on a le plan B également aussi. Mais en tout cas, la dimension certification à distance avec cette notion de synchrone mobilise du monde. Hein. On est très loin finalement du un surveillant pour 20 personnes. Là, on va être sur une session donc de 12 pour l'instant, une session maximum. Moi, je mobilise une équipe donc de 3 personnes, avec une 4e qui assurera la solution de secours. Parce qu'on est dans un dispositif expérimental et que nous aussi, on aime bien se mettre la pression finalement et on va réussir. Donc, si on veut réussir, il faut se donner les moyens. Voilà. Merci, Renaud. Sabine, qu'est-ce que tu pourrais dire aux collègues des autres établissements sur le CPF en tant que levier, ceux qui veulent se lancer dans des formations éligibles au CPF parce que c'est un vrai levier? Quels conseils tu pourrais leur donner pour que ça se passe au mieux, puisque tu as essuyé les plâtres de la session expérimentale? Là, c'est vrai que c'était un petit peu particulier parce que nous n'étions pas certificateurs, donc il fallait effectivement obtenir une habilitation. Sinon, que le CPF est un véritable levier pour l'ensemble des formations certifiantes et diplômantes. On le voit, nous, en tant que, dans notre service reprise d'études, quel que soit le type de diplôme, de formation certifiante. Ensuite, après, voilà, il y a des stratégies de est-ce qu'on met tout le catalogue sur EDOF, est-ce qu'on le met à la demande, mais voilà, en tous les cas, c'est un véritable levier. Alors, en conseil, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme conseil, mais en tous les cas, d'y aller, ça c'est sûr, de mettre sur EDOF, de rendre visible tout ce qui est formation certifiante, parce que c'est sûr que c'est un véritable levier, donc de les rendre visibles. Ou en prenant la question d'une autre manière, quels sont les plus gros obstacles qu'on peut s'attendre à trouver sur la route, pavé d'or du CPF, comme vous dites. C'est ce que je disais, c'est-à-dire encore une fois, sur les formations dont nous sommes certificateurs, il n'y a pas d'obstacle. Je vais dire, à partir du moment où il y a un renouvellement et que la fiche est active, un renouvellement par France Compétences, nous, on peut saisir la formation sur la plateforme EDOF. Là, la difficulté, c'était effectivement le fait que nous ne soyons pas certificateurs et que nous dépendions d'un certificateur pour obtenir une habilitation. Voilà, donc le conseil, c'est qu'effectivement, c'est d'être vigilant sur ce point-là, bien évidemment. Et sinon, oui, vas-y. Juste, c'est pas le rapport direct, mais PIX devait reconnaître qu'on était à la fois formateur et certificateur, ce qui, moi, m'a beaucoup étonné, parce qu'on fait des formations PIX depuis des années à la fac. Donc, j'ai eu du mal à comprendre pourquoi on avait ce phénomène. Il faut quand même savoir qu'il y a eu des difficultés, mais que PIX était quand même, au départ, demandeur du dispositif. C'est-à-dire qu'ils étaient contents de savoir que c'est CY qui allait, en premier, expérimenter un dispositif de certification à distance. Donc, s'ils n'avaient pas été demandeurs au départ, je ne sais pas comment on aurait fait après, vu les difficultés. Voilà. Par contre, ce que j'ai appris, là, c'est Renaud qui m'a appris ça tout à l'heure, c'est que CY n'avait pas le monopole de la certification à distance, puisqu'il y a maintenant d'autres universités qui doivent expérimenter. 3 universités. Voilà. Je l'ai appris ce matin, puisque nous sommes en plein séminaire PIX également aussi. C'était hier et aujourd'hui. Donc, il y a 3 universités pilotes, effectivement, qui vont proposer la certification à distance, toujours sur un mode synchrone, mais avec des solutions différentes. Voilà. Et donc, du coup, de notre côté, nous aussi, on va avoir un retour d'expérience, certes, tous ensemble, mais de notre côté, au niveau CY, on va aussi avoir un retour d'expérience du côté PIX.
Le mot de la fin, Thierry, c'est pour toi. J'en ai deux. Tu en as deux. Et comme je sais que tu aimes bien parler des paradoxes que tu as rencontrés, est-ce que tu as envie d'évoquer notamment comment on passe du massif au groupe individuel avec tous les obstacles croisés? Mais tu peux aussi parler de... Sur le paradoxe, oui, donc ça c'est, mais j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est le paradoxe de Fun, en fait, qui a été bien expliqué ce matin. Fun veut construire une plateforme qui puisse permettre aux universités de rentrer sur le marché de la formation continue, et donc pour eux, c'est ça. Non, j'avais deux petites choses que je voulais dire. La première, c'est, je crains qu'il y ait au niveau de nos gouvernants encore une mauvaise idée. Faire du en ligne, ça coûte moins cher que de faire du présentiel. Ce n'est pas vrai. Voilà. Je crois que ce n'était pas vrai à une époque. Je me souviens, je fais un petit peu de storytelling, on avait reçu une demande quand j'étais à Jussieu d'un organisme qui voulait qu'on mette en place une formation. On était deux à pouvoir y répondre, on travaillait ensemble dans le même bureau. Et donc, le collègue a fait une proposition tout à fait à distance, et moi, j'ai fait la proposition en présence. Sur un budget de 30 000 €, il y avait 200 € de gain. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas croire que c'est parce que c'est à distance que c'est moins cher. Par contre, l'ingénierie qu'il y a derrière n'est plus la même, il faut penser à des choses. On pourrait réduire les coûts, mais je ne vais pas en parler maintenant. La deuxième chose que je voulais dire, je vous présente Cécile Cochard, qui a quand même gentiment bien voulu, au dernier moment, animer cet atelier. C'est elle qui a porté le dispositif depuis le départ. Voilà, c'est juste, je voulais dire ça. Merci Cécile. C'était juste ce que je voulais dire. Voilà, je suis parfaitement mal à l'aise et je te remercie. Et donc, nous allons clore cet atelier. Un grand merci à Sabine, à Stéphanie, à Renaud, à Thierry d'être venus à cet atelier. Un grand merci pour ce projet qui a permis de nous rencontrer. Et ça a été vraiment un groupe de travail non seulement intéressant, mais vraiment, vraiment très sympathique et convivial. Donc, pourvu qu'il y ait d'autres projets, pour d'autres réussites. C'est ça, qu'on travaille à nouveau. Merci aussi à vous, à Fun, de nous avoir mis en lumière aujourd'hui, parce que ça nous voit. C'est pas tous les jours non plus qu'on a une reconnaissance de notre travail. Et effectivement, le projet a abouti. Et c'est quand j'ai parlé du pilotage du projet, effectivement, de l'équipe projet, évidemment, l'équipe de Fun était présente à nous. Il est 16h28. Je vous propose d'en rester là. Un grand merci aux personnes présentes, un grand merci aux personnes à distance, un grand merci à mes collègues qui font en sorte que ça marche bien. Et merci aux intervenants par la qualité justement de leurs propos. Tout à fait. Merci beaucoup. Pour ceux qui ont des projets de ce type-là, les intervenants, si vous voulez prendre leurs coordonnées pour avoir des conseils, des discussions, ils sont à votre disposition. Si parmi vous, il y a des gens qui ont des projets de ce type-là, qui auraient besoin de Fun, je pense à l'IMT notamment, j'ai l'impression qu'il y avait des interrogations. Une des missions de Fun, c'est aussi d'accompagner nos membres dans ce genre de projet. Donc, on est là. Et je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, parfait. Merci beaucoup, Cécile.